bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Lors de notre dîner d'anniversaire, mon mari leva son verre en riant, 5 années gâchées avec une opportuniste sans talent. Tu ne peux pas comprendre, Marissa, me répétait-il, sur un ton de plus en plus méprisant à mesure que les années passaient. Ton diplôme de lettres est parfait pour lire des contes aux enfants, mais ici, il s'agit de vraies finances. Et moi, je souriais, jouant à merveille mon rôle d'épouse docile. Pendant 5 longues années, j'ai incarné à la perfection cette image, celle d'une femme douce, apparemment simple, qui avait mis de côté ses ambitions pour se consacrer entièrement à la vie de couple. Mes rayonnages remplis de classiques de la littérature soutenaient habilement son récit, j'étais celle qui vivait dans les romans, incapable de comprendre la réalité complexe de ses affaires. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que mon amour pour les histoires m'avait appris à observer avec finesse, à repérer les schémas, à décoder les comportements et à anticiper les tournants d'un récit. Et dans celui-ci, il ne serait plus l'auteur. Si tu aimes les récits où des femmes sous-estimées renversent ceux qui les méprisent, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, et ça soutient des contenus puissants. Mais revenons à l'histoire. Dans les premiers mois de notre mariage, son mépris s'exprimait par petites touches, un sourire en coin lorsque je posais une question sur ses activités, des explications volontairement simplifiées, comme s'il s'adressait à une enfant. Je remarquais ces signes, mais surtout, j'observais ce qui se produisait lorsqu'il pensait que je n'étais pas capable de suivre. Il devenait négligent. Dès notre 2e anniversaire, des documents financiers traînaient à la vue de tous. L'année suivante, il prenait ses appels professionnels sans filtre, discutant ouvertement de pratiques douteuses avec ses associés pendant que je pliais du linge à ses côtés. « T'inquiète pas pour elle », lançait-il. Marissa est bien trop absorbée par son club de lecture pour capter ce qu'on fait. La douleur de ne pas être prise au sérieux s'est peu à peu muée en stratégie. J'ai mis en place un système discret, une adresse email secrète où je transférais des photos de documents, des transcriptions de conversations, des observations sur ses méthodes. Au début, il ne s'agissait que d'une tentative de me prouver que je valais plus qu'il ne le pensait. Je n'avais aucun plan précis. Je refusais simplement d'endosser le rôle d'ignorante qu'il m'avait assigné. Puis, tout a basculé un mardi pluvieux, il y a 14 mois. Brian avait laissé son ordinateur portable allumé pendant qu'il prenait sa douche. Une notification apparut à l'écran. Vanessa. Le message disait, la nuit dernière était incroyable. J'ai hâte qu'on se revoie, quand elle sera chez ses parents. Tremblante, j'ai ouvert la conversation. Et là, noir sur blanc, s'affichait Vanessa Miller, la meilleure amie de sa sœur depuis la fac. Celle qui me prenait toujours chaleureusement dans ses bras lors des réunions familiales, tout en partageant l'intimité de mon mari. J'ai fait défiler des mois d'échanges, chacun plus explicite et humiliant que le précédent. Elle ne se doute de rien, avait écrit Brian. Trop absorbé par ses bouquins pour voir ce qui se passe autour. J'ai capturé chaque message, soigneusement classé dans mon archive personnelle, puis refermé le tout sans laisser de traces. Lorsqu'il est sorti de la salle de bain, je l'ai accueilli avec ce même sourire doux, devenu mon masque au fil du temps. Mais intérieurement, quelque chose avait irrémédiablement changé. Ce n'était plus une question d'orgueil blessé. C'était devenu une mission. 2 jours plus tard, j'ai repris contact avec Andrea Blackwell, une ancienne camarade d'université devenue avocate spécialisée en divorce et crimes financiers. Pour quiconque nous observait, notre café semblait être une banale retrouvaille entre 2 amis. En réalité, je testais prudemment le terrain. Je lui posais des questions prétendument fictives sur les contrats de mariage, les lois sur la transparence financière, la légalité des enregistrements privés. C'est pour un personnage de roman que je développe, lui disais-je, lorsque ses sourcils se levaient devant la précision de mes demandes. Elle ne me crut pas, je le vis à son regard. Mais elle répondit à tout avec rigueur. Nos rencontres anodines devinrent des séances de travail déguisées, où stratégie et légalité s'entremêlaient subtilement. Andrea ne chercha jamais à me forcer à admettre ce que je préparais, et je poursuivis mon jeu d'écrivain curieuse. Jusqu'au jour où je lui montrai la transcription d'une conversation dans laquelle Brian détaillait la manière dont il dissimulait certains biens. Elle referma son carnet, me fixa et dit d'un ton grave, « Marissa, si ton personnage possède ce genre de preuves, elle doit faire attention à la façon dont elle les utilise. On dépasse largement le cadre du divorce ici. Ce sont des faits qui relèvent du pénal. » Cette phrase changea toute la donne. Andrea m'aida à classer les preuves, à identifier celles utiles au divorce et celles susceptibles d'intéresser les autorités.
Elle me mit en relation avec un expert comptable judiciaire, qui, sous couvert de contribuer à mon livre, analysa les documents de Brian. La découverte la plus troublante fut une modification subtile de notre contrat de mariage. Le document que j'avais signé avait été retouché après coup. Des clauses avaient été ajoutées, rendant caduque toute protection en cas de séparation. La manipulation était habile, assez discrète pour passer inaperçue, mais flagrante dès qu'un œil averti savait où regarder. Ce n'est pas simplement immoral, m'expliqua Andrea, c'est illégal, et cela rend l'ensemble du contrat nul et non avenu. Pendant les mois qui suivirent, j'ai perfectionné mon rôle d'épouse inconsciente, dissimulant avec soin les préparatifs de ce qui allait briser définitivement l'illusion. J'ai acheté des enregistreurs discrets, quasiment indétectables. J'ai sauvegardé chaque élément de preuve dans plusieurs endroits sûrs. J'ai appris les termes juridiques précis correspondant à chacune des infractions financières de Brian. Et j'ai attendu le moment idéal. Ce moment, ce fut notre 5e anniversaire de mariage. Une célébration grandiose que Brian avait tenu à organiser lui-même, dans un restaurant huppé du centre-ville, le Harloes. Il avait convié 40 invités, pour la plupart ses partenaires d'affaires et amis, accompagnés d'une poignée de membres de ma famille, juste assez pour donner le change. Les invitations, envoyées plusieurs semaines à l'avance, portaient en lettres dorées ces mots, 5 ans de partenariat et de réussite. En caressant ces lettres en relief du bout des doigts, je n'ai pu m'empêcher de sourire face à l'ironie de la formule. 5 ans de partenariat et de réussite, oui, mais pas dans le sens que Brian s'imaginait. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe bleu marine élégante, que Brian avait un jour qualifiée de « parfaite pour l'épouse d'un professeur d'université ». J'ai glissé dans mon sac la carte de visite d'Andrea, ainsi qu'une clé USB contenant 5 années de preuves. Le lendemain matin, je contacterai le bureau des lanceurs d'alerte de l'administration fiscale avec un dossier méticuleusement préparé. L'horloge de notre chambre faisait défiler les secondes, compte à rebours discret vers la fin du spectacle. Demain, Brian porterait un toast devant nos proches, vers levé, convaincu de sa supériorité. Et moi, je mettrais fin au rôle d'épouse patiente et docile qu'il m'avait assigné. Le matin de notre anniversaire se leva dans un calme presque irréel. Mes mains, qui auraient dû trembler pendant que je me maquillais, restaient étonnamment stables. 5 années d'entraînement m'avaient donné une maîtrise parfaite de mes émotions. Brian était déjà parti au bureau, me promettant de me retrouver directement au restaurant. J'ai tout organisé, avait-il déclaré en m'embrassant le front, comme on caresserait la tête d'un enfant. Il ne te reste qu'à être jolie ce soir. Lorsque j'arrivai au Harloes, avec une demi-heure d'avance, l'un des maîtres d'hôtel me reconnut immédiatement. Madame Coleman, votre mari a tout prévu pour que cette soirée soit splendide. La Magnolia Room est prête. Je le suivis à travers la salle principale jusqu'à la pièce privée que Brian avait réservée. Des lustres en cristal projetaient une lumière douce au-dessus d'une longue table en forme de fer à cheval, ornée de roses blanches et d'accents argentés. Chaque place était marquée d'un nom calligraphié, Brian et moi occupant le centre exact de la courbe. Je fis lentement le tour de la table, mémorisant les emplacements, ses associés d'un côté, ma famille reléguée aux extrémités. Mon dossier glissa sans bruit dans un tiroir latéral, à portée de main. Je consultai une dernière fois mon téléphone, Andrea arriverait à 21h, comme convenu. Les messages étaient prêts à être envoyés. Il ne me suffirait que d'un clic. 5 années de silence stratégique prendraient fin ce soir-là. Les premiers invités commencèrent à arriver à 19h. Les parents de Brian furent les premiers. Sa mère me serra dans ses bras avec cette affection polie qu'ont ceux qui vous considèrent comme un choix raisonnable, mais peu inspirant. Tu es ravissante, ma chérie, dit-elle, les yeux déjà occupés à scruter la salle à la recherche de personnes plus importantes. Son père hocha simplement la tête, tout entier concentré sur le bar. Ma sœur Claire arriva avec son mari. En m'embrassant, elle perçut immédiatement la tension sous mon calme. « Ça va » murmura-t-elle. Je lui serrai la main, seule personne dans la pièce capable de deviner la détermination derrière mon sourire. Brian fit son entrée à 19h30, entouré de ses 3 partenaires les plus proches, riant bruyamment à une plaisanterie privée. Il était élégant dans son costume sur mesure, respirant cette assurance tranquille propre aux hommes qui se croient intouchables. Son regard croisa le mien, et il m'offrit ce même sourire indulgent qu'il arborait depuis des années, affectueux en surface, condescendant en profondeur. « Voilà ma magnifique épouse », annonça-t-il en traversant la pièce pour m'embrasser sur la joue. Toujours ponctuelle, toujours parfaite. Sa main se posa fermement sur ma taille. J'ai prévu de finaliser le contrat Thomson ce soir. Jeffrey est là,
On signera après le dessert. Je hochai la tête, faussement admirative. Je savais que ce fameux contrat était l'un de ses mécanismes préférés pour échapper à l'impôt. Une autre pièce du puzzle déjà transmise aux autorités. Le dîner se déroula avec une élégance parfaitement orchestrée. Autour de moi, les conversations allaient bon train. Je restais dans mon rôle, souriant quand il fallait, posant les bonnes questions sur les enfants ou les vacances. Brian, de plus en plus exalté à chaque verre de vin, posait parfois sa main sur ma cuisse sous la table, tout en m'ignorant presque complètement au-dessus. Entre le plat principal et le dessert, son associé Daniel tapa son verre avec une cuillère. Je crois qu'il est temps de porter un toast au couple heureux. Brian se leva, flûte de champagne à la main, le silence s'installa aussitôt. Il arborait ce sourire particulier, celui qu'il réservait au moment où il se sentait particulièrement malin. Il y a 5 ans, j'ai fait ce que mes amis ont appelé le pari le plus sûr de ma carrière, commença-t-il, déclenchant quelques rires polis. Me marier à cette professeure de littérature tranquille, plus intéressée par les mondes imaginaires que par la réalité qui l'entoure. Je continuais de sourire, même si des murmures gênés commençaient à se faire entendre. Mes collègues m'avaient prévenu, épouser une intellectuelle, c'est parfois difficile pour un homme dans ma position, ajouta-t-il, bras écartés. Mais moi, j'y ai vu autre chose, une femme qui ne remettrait jamais en question mes décisions, satisfaite de la vie confortable que je lui offrais, sans jamais sortir de sa voie. Le silence s'épaissit dans la salle. Même ses amis les plus proches semblaient mal à l'aise. Et puis, la chute, alors, portons un toast à 5 années gaspillées avec une chercheuse d'or sans envergure, conclut-il dans un rire qui peinait à masquer la cruauté de ses propos. Qui aurait cru que ma petite épouse serait finalement mon plus grand actif ? Les rires qui suivirent étaient nerveux, bien loin de la franche hilarité attendue. Le visage de ma sœur s'était empourpré de colère. Même la mère de Brian avait l'air gênée. Tandis qu'il reprenait place, visiblement satisfait de son effet, j'ouvris calmement le tiroir et en sortis mon dossier. Le moment était venu. J'aimerais répondre à ce joli toast, déclarai-je, ma voix portant distinctement dans le silence soudain. Brian conserva son sourire narquois tandis que je me levais, le dossier à la main. C'est vrai, j'ai été discrète pendant 5 ans, poursuivis-je en faisant glisser le dossier devant lui, mais pas pour les raisons que tu crois. Son expression changea légèrement lorsqu'il jeta un œil au contenu sans l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. Un cadeau d'anniversaire, chérie ? On verra ça plus tard. Oh non, ça ne peut pas attendre, répondis-je. Tu parlais d'actifs tout à l'heure ? Eh bien, ce contrat prénuptial, celui que tu as modifié après que je l'ai signé, signifie que tu n'as en réalité droit à rien. Son visage perdit toute couleur en découvrant les comparaisons côte à côte entre la version originale et celle falsifiée, accompagnée d'un rapport d'experts prouvant les modifications. Et puisque nous parlons d'actifs, ajoutai-je en sortant mon téléphone de ma pochette, les messages que tu as échangés avec la meilleure amie de ta sœur, Vanessa ? Tous les invités ici présents viennent de les recevoir. Comme si cela avait été chorégraphié, des dizaines de téléphones se mirent à sonner simultanément. Les convives se saisirent de leurs appareils, d'abord surpris, puis choqués par ce qu'ils découvraient à l'écran. Lorsque les invités commencèrent à lire les messages explicites et les photos, le silence se fit encore plus pesant. Brian, à moitié levé de sa chaise, siffla entre ses dents, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je répondis avec calme, « Exactement ce que tu ne m'aurais jamais cru capable de faire. » J'ai fait attention. L'atmosphère dans la pièce se transforma instantanément. Sa mère fixait son téléphone avec horreur, tandis que son père détournait les yeux, et s'éhurait. Ma sœur s'était discrètement placée derrière moi, posant une main rassurante sur mon épaule. « Tu n'as rien compris ?» balbutia Brian, jetant des regards affolés autour de la table. Ces messages sont anciens. Et datés, avec la géolocalisation associée, l'interrompis-je. Intéressant de voir à quelle fréquence tu travaillais tard, depuis l'appartement de Vanessa. Son associé Daniel s'était déjà déplacé de plusieurs sièges, l'air grave, étudiant le contrat prénuptial d'un œil inquiet. Brian, c'est vrai ? Tu as falsifié des documents juridiques ? Avant qu'il n'ait le temps de répondre, la porte du restaurant s'ouvrit. Andrea apparut dans l'encadrement de notre salle privée, mallette d'avocate à la main, accompagnée de 2 collègues. Parfait timing, dis-je. Les avocats sont là avec les papiers du divorce. Je crois que nous arrivons juste à temps pour le dessert. Le claquement confiant de ses talons résonnait sur le parquet alors qu'elle avançait vers nous. Le restaurant était figé dans un silence étrange, seule la musique classique continuait de jouer, comme si de rien n'était.
Brian, figé entre la stupeur et la colère, reconnut enfin son visage. Vous êtes l'avocate fiscaliste de la soirée caritative pour l'hôpital pour enfants. Bredouilla-t-il, comprenant enfin. Andrea lui adressa un sourire poli. C'est l'un de mes domaines, oui, répondit-elle en déposant calmement la chemise en cuir contenant les documents du divorce sur la table. Mon esprit repartit 3 ans en arrière, à une soirée d'automne fraîche, lorsque Brian parlait au téléphone avec son comptable dans notre bureau à domicile. Je dépoussiérais la bibliothèque, feignant l'ignorance. Transfère les paiements Henderson via le compte aux îles Caïmans d'abord, disait-il, les pieds posés sur son bureau. L'administration fiscale n'a pas les ressources pour surveiller tous les transferts internationaux. Techniquement, ce n'est pas illégal si on passe par la filiale de conseil. Ce soir-là, j'avais retranscrit chaque mot. Mon diplôme de lettres, longtemps moqué, trouvait enfin une utilité inattendue. Des années d'analyse de texte avaient affûté ma mémoire au point de pouvoir restituer les dialogues avec une fidélité remarquable. J'avais mis en place une méthode, enregistrement discret, retranscription enrichie de détails contextuels, ton, langage corporel, vocabulaire employé. Tout est prêt selon vos instructions, déclara Andrea, faisant glisser les documents vers moi, non vers Brian. Les preuves ont été transmises aux autorités compétentes. Brian tenta de s'emparer du dossier, mais son associé Jeffrey le retint. N'aggrave pas ton cas, murmura-t-il, livide, les yeux rivés sur son téléphone et le contrat modifié. Une autre scène me revint, 18 mois plus tôt, Brian, adossé au comptoir de la cuisine, riant au téléphone. Évidemment qu'elle ne comprend pas la restructuration du dossier Thomson. Elle pense que c'est juste un réaménagement de société. Cette femme lit Jane Austen pour le plaisir, elle n'est pas vraiment taillée pour détecter une société écran. Ce que Brian n'avait jamais saisi, c'est que mon œil littéraire me rendait redoutablement doué pour repérer les motifs récurrents et les incohérences. Lorsqu'un chiffre apparaissait plusieurs fois dans ces documents, sans correspondre à ce qu'il prétendait en public, je n'avais pas besoin d'un diplôme en finance pour comprendre. Il me suffisait de patience et d'attention, des qualités qu'il avait toujours traitées comme les manies d'une intellectuelle rêveuse. C'est absurde, s'étrangla-t-il, cherchant désespérément un regard de soutien. Tout ça est sorti de son contexte. Marissa ne comprend rien aux affaires. Vraiment, répliqua Andrea en sortant un autre document de sa mallette. Peut-être pourrais-tu nous éclairer sur le contexte de cette conversation enregistrée le 12 février, quand tu as ordonné à ton directeur financier de truquer les comptes trimestriels ? Ou sur cette série de mai où tu proposes de créer de fausses factures pour des prestations fictives ? Le visage de Brian devint livide. Tu m'as enregistré ? C'est illégal. L'enregistrement avec le consentement d'un seul interlocuteur est parfaitement légal dans cet état, répondis-je doucement. Tu le saurais si tu m'avais écouté, lorsque je te parlais de mes recherches pour un roman sur la criminalité en col blanc. Ce prétendu roman avait été la couverture idéale. Pendant 2 ans, j'avais évoqué avec lui des scénarios fictifs identiques à ses agissements, observant ses réactions, prenant note de sa compréhension des limites juridiques. Sans le savoir, il m'avait instruite sur chacune des lois qu'il violait, persuadé que je tissais une intrigue imaginaire. Tu écrivais sur moi, lança-t-il d'une voix étranglée. Pas au début, répondis-je. Mais tu es devenu un si bel exemple de fraude financière, je n'ai pas pu résister. À ce moment-là, le chariot des desserts apparut dans l'embrasure de la porte. Le serveur hésita, sentant l'atmosphère pesante. Andrea lui fit signe d'un geste calme. « Allez-y, servez, dit-elle. Nous terminons simplement une affaire. » L'avocat de Brian, Mitchell Davis, fit irruption dans la salle, essoufflé, comme s'il avait couru depuis sa voiture. « Ne signez rien, lança-t-il en s'approchant précipitamment. « Trop tard, répondit Andrea. Mais votre client aura sûrement besoin de vos conseils, notamment à propos de l'enquête de l'administration fiscale. »« Quelle enquête ?» s'écria Mitchell, déboussolé. Je croisai le regard de Brian. « Celle déclenchée par la dénonciation que j'ai transmise il y a 3 mois. Toutes ces soirées où je prétendais appeler ma sœur ? Je construisais un dossier avec la division des crimes financiers. » Le teint de Brian vira au gris. « Tu n'aurais jamais pu comprendre assez pour documenter ton évasion fiscale systématique ? Pour identifier les sociétés écrans que tu utilisais pour dissimuler tes avoirs ? Pour retracer les fausses donations caritatives ? Au contraire, j'ai tout compris. Je n'ai simplement jamais laissé paraître que c'était le cas.
Le serveur déposa avec élégance un soufflé au chocolat au centre de la table, insensible à l'implosion conjugale qui se jouait sous ses yeux. Jeffrey se leva brusquement. « Je dois me dissocier immédiatement de cette situation », déclara-t-il en saisissant son manteau. D'autres associés suivirent, murmurant des excuses, évitant soigneusement le regard suppliant de Brian. « Vous ne pouvez pas partir comme ça, siffla-t-il. On travaille ensemble depuis des années, vous êtes impliqué dans la moitié de ses affaires. » « C'est exactement pour ça que je m'en vais, » répondit Jeffrey, glacial. « Et pourquoi mon avocat te contactera dès demain ?» Alors que le château de cartes de Brian s'écroulait devant lui, une étrange sérénité s'installa en moi. Le soufflet s'affaissa légèrement au centre, tout comme l'illusion de contrôle que mon mari croyait encore posséder. « Tu sais ce qui est ironique, » dis-je, brisant le silence. « Si tu avais seulement pris la peine de lire un seul des romans sur mes étagères, tu aurais peut-être reconnu ce schéma narratif classique, l'orgueil, suivi d'une chute inévitable. La littérature prévient les hommes comme toi depuis des siècles. » Alors que Brian restait figé, sa mère s'approcha de notre table, le visage tendu par une émotion contenue. « J'aimerais comprendre exactement ce qui se passe, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux pour la toute première fois, sans passer par son fils. Je répondis doucement, « Votre fils a falsifié des documents comptables, fraudé le fisc et modifié illégalement un contrat prénuptial. Et il entretient une liaison avec Vanessa depuis au moins 1 an. » Elle acquiesça, retira le collier de perles que Brian lui avait offert pour notre anniversaire, le posa sur la table et déclara simplement, « Je pense que ceci appartient à votre entreprise, pas à mon fils. » Sans ajouter un mot, elle tourna les talons, prit son mari par le bras et quitta la pièce. La salle continuait de se vider lentement. Brian, blême, se tourna vers moi. Sa voix basse, presque menaçante. « Tu as planifié ça pendant 5 ans ? Tu as vécu dans le mensonge ? » « Non, Brian, » répondis-je avec calme. « J'ai passé 5 ans marié à un mensonge. Ce soir, je dis enfin la vérité. » Mitchell, son avocat, l'attira à l'écart. Leur chuchotement tendu portait juste assez pour que je saisisse des mots comme « gestion de crise » et « ordonnance préliminaire ». Autour de nous, les invités encore présents hésitaient, figés entre embarras et incertitude. Leur soirée d'anniversaire s'était transformée en désastre public. Ma sœur Claire s'approcha et s'installa à mes côtés. « J'ai toujours su qu'il était odieux, » murmura-t-elle. « Mais ça, je n'aurais jamais imaginé. » Pour la première fois de la soirée, une émotion brute fendilla ma façade maîtrisée. Ma main trembla légèrement lorsque je pris mon verre d'eau. Je vis avec cette vérité depuis si longtemps que j'en ai presque oublié à quel point c'est choquant. Claire serra doucement mes doigts. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « Je ne pouvais pas me permettre que quelqu'un sache, » répondis-je. Brian devait croire que j'étais exactement ce qu'il pensait de moi, trop simple pour comprendre, trop soumise pour poser des questions. De l'autre côté de la pièce, Thomas, un vieil ami de fac de Brian, supprimait des contacts de son téléphone, l'air sombre. « Je me retire, Brian, » déclara-t-il d'une voix forte. Le contrat d'Avison était déjà limite, mais ça... Il montra du menton le dossier de preuve. « Ça peut tous nous compromettre. » « Tu exagères, » rétorqua Brian, le désespoir perçant dans sa voix. « Marissa ne comprend pas ce qu'elle a trouvé. Tout ça s'explique très bien. »« À qui ?» lança Thomas. « À l'administration fiscale ? J'ai une famille, moi. Je ne coulerai pas avec toi. » Alors que l'un après l'autre, les piliers de son empire s'effondraient, je vis dans le regard de Brian un changement subtil, la stupeur cédait la place à quelque chose de plus sombre. Il redressa sa cravate, rassembla ses nerfs et s'avança vers moi. « Il faut qu'on parle, » dit-il d'un ton maîtrisé. « En privé. »« Ce ne sera pas nécessaire, » intervint Andrea, parfaitement posé. « Tout ce que vous avez à dire passera par les canaux légaux, désormais. »« Ça ne vous regarde pas, » siffla-t-il, avant de se tourner de nouveau vers moi. « Marissa, réfléchis à ce que tu fais. 5 années passées ensemble ne comptent pour rien ? Tu es prête à tout détruire à cause d'un malentendu ? » Pendant un instant, je faillis retomber dans l'ancien schéma. Sa voix autoritaire, mon réflexe de m'effacer. Une part de moi, façonnée par des années de soumission silencieuse, s'éveilla, puis je me rappelai son toast. 5 ans gaspillés avec une chercheuse d'or sans intérêt. « Il n'y a aucun malentendu, » répliquai-je, la voix ferme. Et plus rien à discuter. Il se pencha, son ton bas et venimeux. « Tu crois que cette petite mise en scène te rend puissante ? J'ai tout construit. Quand ce sera fini, tu n'auras plus rien.
Je ne pus m'empêcher de rire. Pas ce petit rire poli que j'avais si bien appris, mais un éclat sincère, libérateur. Je n'avais déjà plus rien, Brian. Tu t'en es assuré. La différence, c'est que maintenant je connais ma vraie valeur. Ma posture droite, mon regard franc semblèrent le désarçonner bien plus que mes mots. Il n'avait jamais rencontré cette version de moi, celle qui ne jouait plus le rôle de l'épouse docile. Tu le regretteras, menaça Théil, mais sa voix tremblait. Je ne regrette qu'une chose, ne pas l'avoir fait plus tôt, répondis-je. Tandis qu'il s'éloignait pour rejoindre son avocat de plus en plus nerveux, une silhouette familière s'approcha prudemment. C'était Emma, une amie d'autrefois, qui s'était éloignée au fil des années, attirée par l'entourage de Brian. Marissa, je ne savais pas. Commença-t-elle, le visage partagé entre confusion et culpabilité. Avec la façon dont il parlait de toi en soirée, j'ai juste supposé que j'étais exactement ce qu'il décrivait, achevai-je pour elle. C'était l'objectif, Emma. J'aurais dû y voir plus clair, venir te parler. Son regret semblait sincère. Mais je n'étais pas prête à l'absoudre si facilement. Oui, tu aurais dû, dis-je doucement. 5 ans, c'est long pour croire le pire d'une personne que tu appelais autrefois ton amie. Emma recula légèrement, touchée par ma franchise. Autrefois, j'aurais tout fait pour atténuer ce malaise, apaiser les tensions. Mais cette femme-là, celle qui mettait les émotions des autres avant les siennes, n'existait plus. Je n'avais plus besoin d'elle. Dans un coin de la pièce, les derniers associés de Brian consultaient nerveusement leur téléphone, vérifiant comptes et messages. Le somptueux dîner d'anniversaire s'était transformé en cellule de crise improvisée, chacun tentant de sauver sa peau. Mon beau-frère Marc, habituellement discret face à Brian, m'étonna en déposant un nouveau verre de vin devant moi. Je me suis dit que tu en aurais besoin, dit-il simplement. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours su que tu étais la plus intelligente dans chaque pièce. Et pourtant tu n'as jamais rien dit, notai-je sans agressivité. Il acquiesça, acceptant le reproche. Je me suis convaincue que ce n'était pas mon rôle. J'avais tort. Autour de nous, les chuchotements se poursuivaient, les voix basses chargées d'urgence. Soudain, le téléphone de Brian sonna. Une sonnerie spécifique, réservée à son assistante de direction. Il décrocha, jeta un œil à l'écran et pâlit. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ils sont déjà là » murmura-t-il, la panique perçant dans sa voix. « Ne les laisse rien voir, rien. J'arrive tout de suite. » Il raccrocha, regardant la salle avec une peur nouvelle. « Il faut que j'aille au bureau. »« C'est urgent. »« Quel genre d'urgence ?» demanda sèchement son avocat. « Des agents fédéraux sont sur place. Avec un mandat. » Un frisson parcourut les quelques invités restants. 2 associés quittèrent la pièce sans un mot, évitant le regard de Brian comme s'il fuyait un navire en train de couler. Pour la toute première fois depuis que je le connaissais, il semblait vraiment perdu. L'image qu'il s'était efforcé de construire, celle d'un homme d'affaires brillant, d'un pilier de la communauté, d'un époux dévoué, se désintégrait sous ses yeux, laissant apparaître le vide en dessous. « C'est toi qui as fait ça, » cracha-t-il, se tournant vers moi, le visage déformé par la rage. Andrea se redressa légèrement, se plaçant entre nous. J'ai mentionné la dénonciation un peu plus tôt, Brian. Les enquêtes fédérales ne se déclenchent pas en un jour. Ce processus est en cours depuis longtemps. Tandis que la réalité s'abattait sur lui, Brian attrapa sa veste et se précipita vers la sortie, manquant de heurter le responsable du restaurant qui venait s'enquérir de la situation. « Monsieur, il y a des hommes dehors qui demandent à vous voir. C'est urgent. » Brian se figea, stoppé net. Derrière lui, les ruines de sa vie privée, devant, le poids de ses actes. Un instant, nos regards se croisèrent. Et pour la première fois, je vis quelque chose que je ne lui avais jamais vu auparavant, la peur. 3 hommes en costume sombre pénétrèrent dans la salle privée. Leurs visages, impassibles, observaient la scène avec un calme professionnel. Le premier, un homme aux tempes argentées et au regard perçant, s'avança légèrement en montrant ses insignes. Brian Coleman, demanda-t-il, bien que son regard soit déjà fixé sur la silhouette figée de Brian près de la sortie. C'est lui, lança inutilement quelqu'un. L'avocat de Brian se dressa aussitôt. Je représente Monsieur Coleman. Quelle que soit la raison de votre présence. Brian Coleman, poursuivit l'agent sans se laisser interrompre, nous avons un mandat d'arrêt à votre nom pour fraude fiscale, escroquerie électronique et falsification de documents fédéraux. Il sortit un document officiel de sa veste. Vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. La célèbre formule Miranda résonna dans la pièce, étouffant instantanément tous les murmures. Le visage de Brian se tordit sous une succession d'émotions, l'incrédulité d'abord, puis la colère, et enfin une angoisse croissante alors qu'il tournait les yeux vers moi. « C'est toi » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Je restai assise, calme au cœur de la tempête. « Tout ce que tu m'as confié, Brian. Chaque conversation prononcée devant ta femme prétendument simple. Chaque document laissé à portée de main. Chaque réunion tenue dans notre maison. » Le deuxième agent s'approcha, les menottes à la main. Brian recula instinctivement. « C'est une erreur, protesta-t-il, la voix plus aiguë. Ce sont des affaires complexes, ma femme ne peut pas comprendre assez pour vraiment. » Et pourtant, l'interrompit l'agent principal, les éléments fournis par Madame Coleman sont d'une précision remarquable. En 20 ans à la division des crimes financiers, j'ai rarement vu un dossier aussi complet, même venant de professionnels aguerris. Alors de la part d'une civile ? Un troisième agent s'approcha, un ordinateur portable sous le bras. Madame Coleman, si nous pouvions vérifier quelques points avant d'aller plus loin. Il y a certaines transactions que nous aimerions confirmer avec vous. Brian, silencieux, assistait incrédule à la scène. Je discutais posément avec l'agent, citant des termes techniques et analysant des mouvements financiers que Brian avait toujours cru hors de ma portée. La société Écran Davison a été fondée en mars, expliquai-je, mais les factures frauduleuses n'ont commencé qu'après la restructuration du dossier Thomson, en juin. Brian conservait les documents originaux dans le coffre-fort de son bureau. Code 27-14-36. Derrière la reproduction du monnaie. L'avocat de Brian était devenu livide. « Tais-toi, Brian. » Pas un mot de plus. Mais il ne l'écoutait plus. Son regard était fixé sur moi, pétrifié par la révélation. « Tout ce temps » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tous ces soirs où tu lisais dans ton coin. Tous ces dîners où tu souriais sans rien dire. » Je faisais attention, répondis-je simplement. « Ce que toi, tu n'as jamais pris la peine de faire avec moi. » Les agents passèrent les menottes à Brian et l'escortèrent vers la sortie. Alors qu'il passait près de ma table, il s'arrêta un instant, les poignets attachés devant lui de façon maladroite. « Pourquoi » demanda-t-il, véritablement déconcerté. « Pourquoi avoir organisé ce dîner ? Pourquoi l'humiliation publique ? Tu aurais pu leur dire de m'arrêter au bureau. » Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. « Parce que tu devais comprendre. Pas seulement la gravité de tes délits. Tu devais ressentir, ne serait-ce qu'un instant, ce que tu m'as infligé pendant des années. Ce soir n'était pas uniquement une affaire de justice légale, Brian. Il s'agissait enfin d'être vu. » Dans son regard, quelque chose vacilla. Peut-être la première étincelle de compréhension réelle depuis que je le connaissais. Puis les agents reprirent leur marche, et Brian disparut à travers les portes du restaurant. Peu à peu, les invités restants quittèrent les lieux, murmurant des mots choqués à demi-voix. Andrea, document en main, s'approcha de moi. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle avec douceur. Je pris une profonde inspiration, examinant le vide intérieur où avaient longtemps résidé la peur et la colère. « Je crois que oui » répondis-je, presque étonné par la sincérité de mes propres mots. Claire m'enlaça par les épaules. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu veux dormir chez moi ce soir ? » Je secouai la tête. « La maison est à mon nom depuis cet après-midi. » Un autre détail que Brian n'avait jamais pris la peine de lire dans les documents que je lui faisais signer de temps à autre. Andrea esquissa un sourire, appréciant pleinement cette dernière manœuvre stratégique. « L'enquête fédérale va durer des mois, peut-être des années. Tu es prête pour ça ? » Je me prépare depuis 5 ans, lui rappelai-je. Je peux supporter quelques mois de plus. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, je m'arrêtai un instant près de la table où Brian et moi avions été assis côte à côte, pour la dernière fois. Le gâteau d'anniversaire était resté intact, et le chiffre décoratif 5, censé célébrer une union, ressemblait désormais à un compte à rebours arrivé à son terme. Plus tard, la salle de classe bourdonnait d'énergie alors que mes étudiants débattaient avec passion de la symbolique de la richesse dans Gatsby le Magnifique. Assise à mon bureau, je les observais avec une forme de fierté silencieuse. Leur enthousiasme pour la littérature, une sensibilité que Brian n'avait jamais su partager, me touchait profondément. Dr Wilson, lança Amber, depuis le fond de la classe, utilisant mon nom de jeune fille que j'avais fièrement repris. Est-ce que Daisy aimait vraiment Gatsby, ou seulement ce qu'il représentait ?
Excellente question, répondis-je. Que nous dit le texte sur la différence entre une connexion sincère et la mise en scène de l'amour? La discussion s'épanouit, les élèves citaient des passages précis, et je les guidais vers des analyses plus nuancées. Ces compétences que j'avais autrefois utilisées pour démanteler les magouilles financières de mon mari servaient désormais à faire éclore des esprits critiques au sein du Riverside Community College. Après le cours, je rangeais mes affaires et me dirigeais vers le café du campus, où j'avais instauré une rencontre hebdomadaire informelle pour les étudiantes intéressées par la littératie financière. Ce qui avait commencé par de simples échanges autour d'un café était devenu un espace structuré, abordant des sujets aussi variés que les intérêts composés ou les signaux d'alerte dans les relations financières. Mon téléphone vibra, un message de mon éditrice confirmait notre rendez-vous pour discuter du manuscrit de mon livre. À découvert, guide de défense financière pour femmes. L'avance reçue était modeste, mais l'intérêt immédiat de plusieurs associations féminines avait surpris tout le monde sauf moi. En approchant du café, je reconnus un visage familier, Vanessa, l'ancienne maîtresse de Brian, se tenait non loin de l'entrée, manifestement hésitante. Nos regards se croisèrent, et je me préparai à une confrontation. Mais elle s'avança lentement, mal à l'aise. « J'ai vu l'affiche sur ton groupe de littératie financière », dit-elle sans me regarder franchement. Je ne savais pas si j'y serais la bienvenue. L'ancienne Marissa aurait probablement détourné le regard, ou l'aurait accueilli avec un pardon immédiat, uniquement pour éviter le malaise. Mais aujourd'hui, je pris le temps de réfléchir. « Ce groupe est ouvert à toute femme qui veut apprendre », répondis-je simplement. Chacune mérite d'être autonome. Vanessa acquiesça avec gratitude et me suivit à l'intérieur, où une douzaine de femmes de tous âges m'attendaient déjà. En installant mes documents, je croisai mon reflet dans la vitre. Mon dos droit, mon regard assuré, aucune trace de celle que j'avais été, une femme qui, des années durant, s'était effacée pour laisser briller l'ego d'un homme. Le procès de Brian était encore loin, mais il n'était plus au centre de mon existence. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus l'héroïne d'un récit de survie ou de vengeance. J'écrivais mon histoire. Ma propre histoire. Celle que j'aurais toujours dû vivre. On commence, dis-je, en ouvrant mon carnet à une page blanche.